Bonjour, bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce second épisode de l'autre Coupe du Monde, l'émission quotidienne qui vous fera vivre le mondial russe au travers du prisme si particulier de la rédaction de Lucarne Opposée. Au menu du jour, nous débrieferons Uruguay-Égypte avec Pierre-Marie Gosselin et Jérôme Le Signe, dont nous verrons également s'il a survécu à son premier match, puis Nicolas Cougo nous expliquera toute la symbolique que représente le capitaine inca Paolo Guerrero pour son peuple, et enfin, avec Romain Lambert et Antoine Blanchet-Quérin qui se joindront à nous, nous pourrons faire le point sur les sélections péruviennes, australiennes, nigérianes et argentines avant leur entrée dans la compétition. Rejoignons de suite Pierre-Marie pour débriefer ce premier match de Coupe du Monde des Pharaons depuis 28 longues années. Bonjour PM, comment vas-tu ? Bonjour Simon, écoute, ça va très bien. Comme tout le monde, je crois, comme tous les amoureux de foot, on a tous le sourire en ce moment et on peut pas y échapper. Super. Alors on va débriefer rapidement en quelques points. Je te demandais ce que tu as pensé de ce match de l'Égypte contre l'Uruguay, entrée en matière. Perdu 1-0 au cours d'un match où l'Uruguay a eu du mal à venir à bout des Pharaons et s'imposer d'un tout petit but 1-0 en fin de seconde période par le défenseur central de l'Atlético Madrid, Jiménez. Est-ce que cette défaite est méritée ? Ah oui, quand même. Enfin bon, mérité, comme c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est vrai que l'Uruguay a quand même dominé le match. C'est l'Uruguay qui s'est créé les occasions les plus dangereuses. Même si l'Égypte a su par moments contrer ou même a su se créer quelques occasions placées, c'était trop peu face à cette équipe uruguayenne. Les 5 dernières minutes, c'était fort à la mot. Voilà, dans ce genre de situation, si ça tient, c'est des héros, et puis si ça craque, c'est normal. Et là, ça a craqué, mais vraiment dommage parce que ça se joue à peu, et je pense que ça faisait partie des plans de l'Égypte d'essayer de neutraliser la Céleste pour ce premier match. C'est un peu ce qu'on attendait de la part de l'Égypte, ou tu penses qu'elle va jouer un petit peu plus libérée pour les prochains matchs ? Alors c'est pas évident. Moi c'est l'Égypte que je connais. C'est une Égypte qui joue comme ça de toute façon. L'Égypte avec Cooper, c'est une équipe qui défend et qui punit ses adversaires à la moindre opportunité. Alors est-ce qu'ils vont changer de jeu contre la Russie au prochain match? Ça m'étonnerait. Je pense qu'il faut s'attendre à avoir davantage une équipe. Qu'il faut s'attendre à avoir une équipe qui rejoue dans ce style de jeu-là, assez défensif, en essayant de se projeter très vite quand on récupère la balle devant. Maintenant la Russie qui a l'avantage du classement, parce que c'est vrai que 5-0 sur le match d'ouverture, ça leur donne un gros avantage sur ces Égyptiens, et voilà, on risque d'assister à un match un peu terne, avec deux équipes qui n'attaquent pas trop, mais ça fait partie aussi de la Coupe du Monde. Il faut savoir gagner les matchs, on n'est pas forcément là pour faire que du spectacle. Mais bon, il faut quand même préciser que pour ce match-là, l'Égypte était quand même sans Mohamed Salah, et bon, c'est pas quand il vous manque votre meilleur joueur et que c'est un des tout meilleurs joueurs du monde, voilà, c'est pas une absence, c'est pas une petite absence, quoi. C'est ce que j'allais te demander. Pas de Salah sur le banc, Salah qui ne rentre pas, même au moment du dernier changement, c'est-à-dire aux abords des 10 dernières minutes de jeu. Qu'est-ce que tu penses de ce choix d'Hector Cooper ? Non, moi je pense qu'au moment, de toute façon, il a fait ses 3 changements, c'était logique de pas le faire entrer parce que son équipe tenait très bien. Alors oui, l'Uruguay était plus dangereuse, mais c'était quand même pas non plus le Barça en face, hein. Je veux dire, l'Égypte a défendu sereinement. Ils ont été mis en danger sur notamment 2 actions de Suarez et puis une grosse frappe de Cavani, une superbe reprise de volée là qui va trouver le poteau. Mais hormis ça, c'était quand même aussi, ils étaient quand même assez sereins. Je crois qu'il fait son 3e changement à la 80e. Il restait 10 minutes à tenir. En plus, l'Égypte à ce moment-là arrivait quand même encore à ressortir un petit peu de temps à autre. Donc non, moi je pense que il est très juste. Il s'est pas encore entraîné avec le groupe. Il est encore en phase de rééducation. On a des informations qui sortent un peu par la presse égyptienne, comme quoi il ressent encore des douleurs à son épaule quand il court. Donc je pense que c'était 0-0, c'était trop risqué de le faire entrer. Avec un match nul, franchement, l'Égypte s'en sortait, c'était idéal, c'était un début de compétition idéal, en sachant qu'ils pouvaient réintégrer Salah dans les 2 prochains matchs. Donc je pense que
Cooper a bien fait, il a essayé de le préserver. C'était à quelques minutes près de payer. Là, forcément, on va lui reprocher de ne pas l'avoir fait rentrer, mais je pense qu'au moment des changements, c'était un choix judicieux. Il vaut mieux s'assurer que Salah puisse être en forme et en bonne forme même pour les 2 prochains matchs, plutôt que d'essayer à tout prix le faire entrer pour une hypothétique victoire qui n'aurait pas forcément changé la donne de toute façon. Donc non, moi je suis pas surpris. Il est clairement pas prêt. Depuis le début, on annonçait que ça allait être compliqué qu'il puisse débuter le premier match. Voilà, autant pas prendre de risques, autant lui permettre de s'entraîner un peu avec ses coéquipiers. Et puis voilà, il apportera son supplément d'énergie, son supplément d'âme dès le prochain match contre la Russie, ça c'est sûr. Très bien, et puis on sait, hein, de par notre œil de Moscou, Jérôme, à Yekaterinbourg, qui était dans le même hôtel que la sélection égyptienne, que le matin du match, notre cher Mohamed Salah était en train de s'échauffer petitement en faisant du vélo d'appartement, du vélo de salle de gym, en prenant les soins d'un kiné sur son épaule, preuve, s'il en est, que tout n'est pas totalement remis. Merci PM, et on se retrouve tout de suite, après, en fin de podcast, pour faire un point sur le Nigeria avant son entrée en lice. Avec grand plaisir, à tout de suite. L'heureux vainqueur de cette seconde rencontre du mondial russe, vous l'aurez compris, c'est l'Uruguay de ce cher Jérôme Le Signe. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de faire d'une pierre deux coups. Voyons comment notre envoyé spécial a vécu le match depuis Ekaterinbourg, et profitons-en pour en faire le débrief dans la foulée. Ça vous va ? Bon, bien, alors c'est parti pour le second volet des aventures de Jérôme au pays des Soviets. Un premier match de Coupe du Monde placé sous le signe de l'allégresse pour Jérôme, puisque visiblement les hinchas uruguayos ont bien fait chauffer leurs cordes vocales. Mais les supporters égyptiens n'étaient visiblement pas en reste et croyaient, semble-t-il, encore à une titularisation de Mohamed Salah. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avec Jérôme, faisons les choses dans l'ordre et entendons l'hymne de l'Uruguay avec ses fidèles supporters.
vas-tu, Jérôme? Bonjour, Jérôme. Est-ce que tu as froid, Jérôme? Et ben là, écoute, oui, on a eu très froid aujourd'hui, parce que mine de rien, c'est la Sibérie, et que quand on était en haut du stade, il y avait un petit vent bien frais. Donc là, on s'est bien réchauffé, ça va. Mais la journée a été froide, et puis c'est très bien fini au final. Alors, tu as dit on était en haut du stade. J'ai un petit doute. C'était là le stade avec la fameuse tribune bizarre? Oui, alors c'est là les stades avec les fameuses tribunes bizarres. Nous, on était dans la tribune latérale, donc aucun problème. Les tribunes normales, entre guillemets. Mais c'est en effet le stade de Yekaterinbourg dans lequel la France jouera le Pérou dans quelques jours. C'est ce fameux stade où il y a environ 30 000 places en configuration normale, puisqu'ils l'ont refait à neuf. Par contre, là, dans une configuration Coupe du Monde, ils ont en effet construit des tribunes temporaires sur les côtés, donc dans les tribunes derrière les buts, pour accueillir plus de personnes, mais des tribunes en fer complètement. Enfin, c'est assez impressionnant, c'est vraiment des escabeaux, quoi, hein, comme sur un chantier de construction. Et c'est impressionnant, ça paraît pas très solide de l'extérieur, mais au final, ça a tenu sans problème. Mais c'est ce fameux stade-là, en effet. On espère qu'il n'y aura pas de drame. Comment était l'ambiance dans le stade? Est-ce que ça s'est vécu pleinement ce match? Bah oui, enfin, pleinement oui, alors surtout pour nous avec l'émotion, mais il y avait en effet beaucoup d'Uruguayens, beaucoup d'Égyptiens, quelques Russes qui traînaient par-ci par-là, et en effet, ça s'est très bien passé, une grosse ambiance, des chants des deux côtés, et la victoire à la fin, donc formidable. Une bonne cohabitation avec les Égyptiens? Ah oui, aucun problème. Pour le coup, là, bah, comme je le disais hier dans le précédent podcast, aucun problème de ce côté-là. C'est vraiment pour le coup, deux groupes de supporters que- sur lesquels je pense qu'il n'y aura aucun problème, qui ont très bien vécu la chose. Et même à la fin du match, hein, il y avait des échanges, des photos qui étaient prises entre les deux groupes sans aucun problème. Même malgré le résultat qui est toujours mauvais pour une des deux équipes, évidemment, mais sans aucun problème. Bon, bon, bon. Et après, tu vas. Ah oui, et une question, parce que pendant. J'ai plus le souvenir de savoir s'il y a eu ça ou non, mais pendant le match du Maroc contre l'Iran, on entendait des sortes de vuvuzela. Est-ce qu'il y avait ça dans ton match, toi, dans ce Uruguay-Égypte? Oui, il y avait quelques Égyptiens qui avaient des vuvuzelas qui étaient très mal vus par ailleurs, mais en effet, il y a quelques vuvuzelas dans le stade. Mais c'est terrible, ça. Va falloir arrêter avec ça, hein. C'était déjà désagréable en 2010, ça l'est toujours en 2018. Ce fléau du football moderne. Bon. Et bah, parlons un petit peu plus du match d'un point de vue sportif maintenant. L'Uruguay, donc tu l'as dit, tu as vécu une grande émotion parce que l'Uruguay a attendu la 89e pour l'emporter d'un tout petit but de Jiménez, un but de la tête sur corner, il me semble. Sur coup franc. Sur coup franc, pardon, au bout d'un match assez compliqué, comment dire, où l'Uruguay a eu du mal, vraiment plus que du mal, à mettre un pied devant l'autre, à créer du jeu, tout en, voilà, on a vu toutefois qu'il restait supérieur. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour l'Uruguay? Bah, c'est difficile à dire parce que l'Uruguay a quand même dominé le match, hein. Suarez a quand même trois grosses occasions, une sur corner en première mi-temps et deux notamment en début de deuxième mi-temps sur lesquelles bon, il manque de chance et manque de réussite sur ce genre-là. Cavani touche un poteau. Il y a quand même de grosses occasions du côté de l'Uruguay qui auraient pu faire mouche plus tôt dans le match et on n'aurait pas ce débat-là à l'heure actuelle. Euh, donc à voir lors des prochains matchs, mais quand même l'Uruguay s'est procuré les meilleures occasions et a été très peu en danger. D'accord. Et bah, moi, c'est mon avis personnellement, mais Jiménez, Godin, c'est les hommes clés du match. Ah oui, Jiménez marque le but, donc évidemment, mais Godin sur le match est extraordinaire. C'est une vidéo à montrer à tous les défenseurs centraux en formation à 14-15 ans. Vous leur montrez le match de Godin là, il est extraordinaire, d'une sécurité incroyable. Oui, non, si, il fait vraiment, surtout donc pour le coup Godin, moi je trouve, voilà, c'est vraiment un match extraordinaire de sa part. Comment tu expliques que c'est l'avis un peu général, hein, que tu regardes sur Twitter, au sein de la rédaction du Carnet Opposé, comment tu expliques que les deux milieux relayeurs, plus ou moins créateurs, qui sont Bentancur et Vecino, soient aussi passés, autant passés à côté de leur match? Je ne saurais pas vraiment te dire pourquoi, c'est compliqué à expliquer. Ils avaient peut-être moins d'espace devant eux. Il y a deux choses pour moi, je pense, c'est qu'ils n'ont pas voulu prendre trop de risques. C'est-à-dire que sur certaines passes, ils ont eu peur, un petit peu. Peut-être aussi un effet premier match de Coupe du Monde. Donc sur certaines passes, ils ont préféré faire un retrait plutôt que de prendre le risque, le petit geste qui aurait pu créer un décalage. Et aussi le fait que l'Égypte ait joué quand même, surtout la deuxième mi-temps d'ailleurs, mais avec
deux lignes claires de 4 et de 5 devant, où il y avait peu d'espace donc pour des possibilités de débordement éventuels. Donc voilà, deux choses. Après, à voir sur plusieurs matchs. Là, ça reste qu'un seul match, donc à confirmer. Oui, parce que comme tu l'as dit, il peut y avoir, ça peut être lié à l'inexpérience. Vecino, Bentancur, Mendes, De Arrascaeta, ça reste des jeunes joueurs. Oui, ça se joue tous entre 21 et 25 ans, donc c'est les seuls joueurs pour lesquels c'est leur première Coupe du Monde d'ailleurs, parce qu'avec Varela, mais sinon si on regarde l'attaque, la défense, le gardien, c'est leur 2e ou 3e Coupe du Monde. Pour le coup, c'est vraiment leur première Coupe du Monde, c'était leur coup de départ. Donc à voir sur un prochain match, notamment le prochain match est l'Arabie Saoudite, ça devrait pouvoir leur permettre de se mettre un petit peu plus en avant avec une équipe qui apparaît, du moins sur le premier match, un petit peu plus faible. Ah, en effet, si le prochain match c'est l'Arabie Saoudite et que du coup ces 4 milieux-là ont enfin mis le pied à l'étrier mondial, ça peut faire très mal pour ces pauvres Saoudiens qui ont déjà eu très mal. Eh ben écoute, Voilà. merci beaucoup Jérôme. De rien, merci à toi. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure de Jérôme au pays des Soviets. Y arriba Uruguay. Direction le Pérou désormais, qui a finalement retrouvé son capitaine, Paolo Guerrero, pour disputer le mondial. Mais l'idole péruvienne représente bien plus qu'un simple leader charismatique, car du haut de son mètre 85, c'est tout un pan de l'histoire du Pérou qui nous contemple. Mais trêve de napoléonade, Nicolas Cougo vous expliquera tout cela bien mieux que moi dans son histoire du jour. Dire qu'il a fait parler de lui est un doux euphémisme. Sacré Paolo, de son affaire de dopage au maté de coca qui en a fait un cocaïnomane convaincu aux yeux de certains, à son retour sur les terrains, puis à son nouveau départ, puis à son nouveau retour, on pourra dire qu'il aura alimenté les chroniques du monde entier, mais surtout aura mis tout un peuple en suspension, une suspension qui était celle de savoir s'il pourrait vraiment porter l'espoir du Pérou en Russie. Alors évidemment, vu de loin, de France en fait, on a souvent tendance à nous dire que si le Pérou espérait Paolo Guerrero, c'est surtout parce qu'il est sa seule arme offensive, en tout cas la seule digne de son nom. Alors je vous laisse relire nos articles sur Lucarne Opposée et on n'entrera pas dans ce débat qui semble réservé à certains experts, mais intéressons-nous plutôt à comprendre pourquoi Paolo Guerrero a déclenché de telles émotions au pays, de telles émotions au Pérou. La raison est simple, c'est parce que son histoire est particulière, tellement particulière qu'elle établit finalement un pont entre plusieurs grandes époques du football péruvien. L'histoire de Paolo Guerrero est forcément liée à l'Alianza Lima, le club de la capitale, et celui de la communauté afro-péruvienne, et ces légendes ont toujours été des éléments clés de la sélection. Quand il y avait des génies de l'Alianza Lima, ils portaient la sélection du Pérou. On peut ainsi évoquer Alejandro Villanueva, du Rodillo Negro des années 30, celui qui va permettre de lancer le Pérou vers sa première Copa América en 1939. On peut évidemment également citer Teófilo Cubillas dans les années 60 et 70, celui qui mène la sélection vers la Copa América de 1975 et qui participe cette sélection aux Coupes du Monde, notamment celle de 1978. Personne n'a oublié le coup franc de Teófilo Cubillas contre l'Écosse. Et surtout dans cette équipe, on peut citer aussi un homme, le capitaine Héctor Chumpitas. Et le lien de Paolo avec cette génération est direct, puisque Héctor Chumpitas, surnommé El Capitán de América, vous vous doutez éventuellement maintenant pourquoi, parce qu'en 1975 il y a cette Copa América, Héctor Chumpitas donc est l'oncle de Doña Peta, la mère de Paolo Guerrero. Si vous avez l'habitude de nous suivre, vous savez aussi que l'histoire du football péruvien est jonchée de joie et de peines immenses. Après la génération Cubillas, Sotil, Chumpitas, Cueto, etc., arrive une nouvelle génération, un nouvel espoir, dirons-nous, dans les années 80, que l'on appelle Los Potrillos, et qui sont dirigés, comme un symbole, par Marcos Calderón, le sélectionneur du Pérou des années 70, du Pérou victorieux, doré des années 70. Et cette équipe est emmenée par un nouvel espoir afro-péruvien, Luis Antonio Escobar. Malheureusement, cet espoir restera un espoir, puisque l'ensemble de cette équipe de Los Potrillos est décimé lors de la tragédie de Ventanilla, lorsque leur avion se crache en mer au retour d'un match de championnat. Et à bord de cet avion se trouve un homme, José Caico González, le gardien de l'équipe et de la sélection, et José Caico González est tout simplement l'oncle de Paolo Guerrero.
Et le petit Paolo va grandir dans ce contexte-là, dans cette équipe-là de l'Alianza Lima, aux côtés d'un autre afro-péruvien, Jefferson Farfan. Ils vont faire toute leur classe, bien évidemment, avant de s'envoler vers l'Europe. Et c'est donc à distance qu'il va continuer de défendre et de porter l'honneur du peuple péruvien et de porter la tradition de cette communauté afro-péruvienne dont ses ancêtres directs, ont été également des porteurs de drapeaux. Paolo Guerrero va donc briller au Bayern, va également briller lors de son passage à Hambourg, avant de revenir briller en Amérique du Sud, que ce soit au Corinthians, où il va devenir une idole, sous notamment la conduite de Tite, l'actuel sélectionneur du Brésil. Avec le Corinthians, c'est lui qui inscrit le but de la victoire et de la dernière victoire d'une équipe sud-américaine en finale de la Coupe du Monde des clubs. Et ensuite, aujourd'hui encore, à Flamengo, son club actuel. Vous l'aurez compris, Paolo Guerrero, ce n'est pas seulement une machine à but, ce n'est pas seulement le meilleur buteur de l'histoire de la sélection péruvienne, ce n'est pas seulement un joueur qui réussit partout où il passe, affichant des moyennes de ratio de buts par match équivalents quel que soit le club. Ce n'est donc pas simplement des lignes de statistiques, c'est bien plus que cela. C'est le symbole, c'est un symbole, c'est le symbole d'un pays, d'un peuple, d'une communauté. C'est un guerrier péruvien, l'homme qui permet au peuple rouge et blanc de ne jamais oublier, à travers lui, les époques dorées de l'histoire de son football, mais aussi les grands drames qu'il a dû surpasser pour pouvoir vivre de nouveaux rêves. 40 ans après son grand-oncle, c'est donc en capitaine que Paolo Guerrero va mener le Pérou sur les terrains d'une Coupe du Monde, et dans ses pas marcheront plus de 40 ans d'une histoire faite de joie donc, mais aussi de larmes, l'histoire d'un long chemin emprunté par des guerriers péruviens qui, désormais, et pour reprendre l'air des fans du Flamengo dédiés aux Depredador, sont arrivés. Eh bien pour Paolo et le Pérou, c'est ce samedi le grand jour, avec une entrée en matière face aux Vikings danois. Commençons donc nos veilles de match à Lima avec Romain Lambert. Bonjour Romain, comment vas-tu ? Bonjour Simon, bonjour à tous, ça va, sous la grisaille de Lima, mais ça va. Ah, il fait gris à Lima, ce que j'ai entendu dire à propos de Lima, c'est que c'est souvent gris. Mais peut-être qu'il ne fait pas gris sur le ciel de la sélection péruvienne. Comment elle arrive, cette sélection péruvienne ? Dans quel état de forme elle est au moment de commencer son mondial ? Eh ben justement, elle arrive dans une forme optimale. Donc, je le répète, elle a enchaîné 15 parties, enfin 15 matchs sans défaite. Le dernier en date contre la Suède. Elle arrive avec tous ses joueurs, donc même le dernier arrivé, Paolo Guerrero, on le répète, qui a été blanchi pour la FIFA et accepté de jouer au mondial. Du coup, c'est parfait. On arrive vraiment d'une manière optimale. Et la presse péruvienne, comment elle voit cette entrée en matière ? Pour l'instant c'est tout est bleu, on est dans un beau monde. On voit fausses infos dans les journaux, ça parle que de la Blanquerroja et voilà, tout le monde est prêt pour la fête. On le voit même à Moscou, on commence à voir les fans arriver, les Péruviens ils sont heureux, tout le monde est heureux dans le pays malgré la grisaille. Voilà. Pas trop de critiques, même de la part du public, aucune critique. Il y a vraiment une sorte d'union nationale. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment une union nationale, il y a pas de critique parce que bon, de toute façon, le Pérou est heureux d'arriver à ce mondial depuis, après 36 ans. Du coup, il y a pas vraiment il y a de l'attente, bien sûr, on veut voir du beau jeu, mais il y aura pas de déception. Moi, j'ai parlé avec deux, trois journalistes ici et ils peuvent pas, dis non, la sélection peut pas nous décevoir. Ils nous ont déjà donné beaucoup de joie en se qualifiant. Du coup, là, ça va être que du bonheur, quoi. D'accord, et puis du coup, le Pérou commencera, on le sait, contre le Danemark. Le Pérou est dans le groupe de la France, avec l'Australie également. Premier match donc contre les Danois. Comment Gareca a
préparé ce match contre les Nordiques, contre les Scandinaves? Alors du coup, oui, effectivement contre les Scandinaves, c'est bien de le rappeler parce que, donc le dernier match de préparation, c'était contre la Suède. Donc, bon, je suis pas un spécialiste, nordique, mais, bon, c'est vrai que ça peut être un jeu qui peut être semblable, en tout cas, enfin, avec, des joueurs assez physiques, qui gardent le ballon, qui veulent jouer. Donc c'est vrai qu'il a puis bon, surtout une nation européenne, parce que bon, le Pérou a l'habitude de jouer contre des Sud-Américains. Là, donc pour les matchs de préparation, il y a eu beaucoup avec des victoires et ce match nul contre la Suède. Là, le dernier 11 que Gareca a essayé, c'était avec Farfan en pointe, donc Paolo sur le banc. Donc pourquoi? C'est vrai que ça pourrait paraître bizarre comme ça, parce qu'avec tout le bazar qu'il y a eu autour de Paolo et ne pas le faire jouer, mais bon, tout simplement parce qu'il est pas, je pense, en forme. Lui, il a été il est un peu hors de forme et c'est vrai qu'il était en manque de compétition ces derniers mois, hein, depuis le mois de novembre. Il a joué un petit match au Brésil avec Flamengo en mai, mais après, bon, voilà, deux petits matchs ensuite de préparation. Donc je pense qu'il le conserve aussi pour la France. Mais par contre, avec Farfan en pointe et derrière, avec le 11 vraiment type qui a joué tous les derniers matchs. Donc bon, ça devrait le faire aussi, quoi. Très bien, écoute, mais merci beaucoup, Romain, et on te retrouvera dans notre rubrique du côté 2, puisque tu nous feras vivre, comme Jérôme nous le fait vivre depuis 2 émissions, comment est l'ambiance, pas en Russie pour le coup, comme le fait Jérôme, mais à Lima. Lima, voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Romain, et on se retrouve demain aussi pour débriefer ce match Pérou-Danemark. Et bah écoute, à demain. Placé dans le même groupe que le Pérou, l'Australie entamera son tournoi en affrontant le favori du groupe, notre chère équipe de France. Un match qui fait balancer le pauvre petit cœur d'Antoine Blanchet-Quérin, notre spécialiste Socceros. Bonjour Antoine, comment vas-tu? Ça va, et toi Simon, comment va? Eh bien écoute, ça va très bien. Alors, mon cher petit kangourou qui va affronter le coq français, le galop français, un gros match pour démarrer pour les Socceroos. Comment ils arrivent dans ce mondial, les Australiens? Dans quel état de forme? Eh ben, ils sont plutôt bien, hein, c'est vrai. Alors on a Mark Milligan qui a dit dernièrement qu'ils avaient subi une torture complète et parfaite par Bert Van Marwijk et son coach assistant qui est ni plus ni moins que Mark Van Bommel. Il les a mis au travail, donc en travail tactique, travail physique. Ils ont vraiment tout donné parce qu'ils étaient en plus sur la base à Antalya, donc en Turquie. Donc il faisait très chaud, donc ils ont vraiment laissé beaucoup de sueur. Ils vont arriver vraiment prêts. Ils ont eu 2 beaux matchs amicaux avec pas mal de belles conclusions. Donc on va dire pour l'Australie, ils arrivent prêts. Donc le 11 est quasiment connu. Donc voilà, ils sont tous prêts. Le premier match est contre l'équipe de France. C'est le plus dur sur le papier. Et au contraire, c'est peut-être le plus important déjà pour donner le fil conducteur de la suite C'est certain. des 2 matchs de groupe. C'est certain. Et tu as parlé de matchs amicaux, est-ce que tu peux nous les rappeler rapidement, ces résultats Alors matchs amicaux? oui, donc quand ils sont arrivés en Turquie, donc ils ont joué tour à tour. Donc en premier la République tchèque. Donc ils ont gagné 4-0, c'est ça. Donc le match était un petit peu hold-up au tout début, puis l'Australie a déroulé, puis après on a eu la Hongrie, la Hongrie est vraiment rentrée dans les Australiens, donc ils ont mis en relief toutes les lacunes que l'Australie pouvait avoir avec ce nouvel entraîneur et ce nouveau style de jeu. Donc du coup ils vont arriver en Australie sur 2 amicaux et 2 victoires, donc 4-0 contre la République tchèque et 2-0 contre la Hongrie. Et il faut se rappeler qu'avant, même avant, si Bert Marwijk était là quand ils venaient d'arriver, ils sortaient aussi sur un 0-0 de la Colombie. Et le premier match, c'était une lourde défaite 4-1 en Norvège, contre la Norvège. Ah oui, en effet, pas cool. Tu nous l'as dit, l'ami Bert, je ne sais pas s'il a des grands pieds, a préparé ses joueurs de manière très physique avec l'ami Van Bommel, qui n'est pas du genre à rigoler non plus. Alors du coup, à quel genre de tactique on peut s'attendre de la part des Australiens? Quelque chose de très physique, un peu stéréotypé, parfois le cliché qu'on a de l'équipe australienne, ou est-ce que ça va jouer un petit peu? Alors non, le but du jeu, donc comme on le fait sur tous ces mois et toutes ces années, c'est d'expliquer donc sur Lucarno Posé que non, l'Australie n'est plus du kick and rush
à l'ancienne, peut-être avant, dans les années pré-2006. Mais pour comprendre comment va jouer Bert van Marwijk, on a eu les matchs amicaux, mais c'est surtout aussi ce qui était intéressant, c'est comment il est vu là-bas aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas, en fait, ils ont écrit, donc là, sur les derniers jours, que Bert van Marwijk est un passionné, mais vraiment fan de la méthode de Diego Simeone. Et c'est vrai qu'on peut retrouver des similitudes dans le bloc, les lignes qui sont bien serrées, on va pas essayer de ne pas faire beaucoup d'espace, on va essayer de jouer sur les ailes. Ça, c'est ce qu'ils ont écrit, ils ont écrit dans leurs journaux, ça a été beaucoup repris dans la presse australienne. Et pour la petite anecdote, donc du coup, là-bas, en Hollande, ils ont dit l'Atlético d'Australie. Donc ça peut être intéressant à voir. Et puis c'est assez flatteur de se dire qu'on a un entraîneur finaliste d'une Coupe du Monde avec les Pays-Bas qui prend note sur le dernier entraîneur champion d'Europe avec l'Atlético Madrid. Très bien, tu as commencé à en parler un petit peu au travers de la presse australienne. Comment on vit cette entrée dans la Coupe du Monde en Australie de la part des Australiens, de la presse, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, donc point de vue Russie, il faut savoir qu'à Kazan, il y a un camp de base australien qui est énorme. Il y a une photo géante qui a tourné sur Internet, sur le Twitter australien, on va dire ça, où ils avaient des sortes de chapkas, donc les gros bonnets en jaune avec l'écusson de l'émeu et de l'Australie. C'était superbe. Là, en ce moment, il y a un match amical entre les irréductibles français et la Green and Gold Army. Donc, je crois qu'ils sont en train de perdre, les Australiens. Mais enfin, voilà, ils sont en masse, ils sont arrivés en masse, ils font partie du top 10 de ceux qui ont acheté le plus de billets. Et l'ambiance est folle. J'ai contacté 2-3 personnes là-bas, ils m'ont dit que l'ambiance était vraiment folle. Et à l'inverse, au pays, c'est différent. Est-ce que c'est la distance? Et puis, on va dire que les fans de foot australiens sont partis en Russie, et puis il ne reste plus que les fans de rugby et de footy qui sont restés là-bas. Donc, l'ambiance est vraiment différente. La passion n'est pas folle dans le pays. Hein. J'ai parlé avec des gens qui étaient à Sydney, Melbourne. Ils ne trouvent pas que c'est incroyable comparé à ce qu'ils peuvent voir sur leurs réseaux sociaux en Russie, à Kazan. Très bien, et ben écoute, je vais être très honnête avec toi. D'habitude, je supporte à peu près toutes les équipes du cheptel lucarne opposé, mais cette fois-là, non, je suis vraiment désolé, mon petit Antoine, mais je ne serai pas pour tes Australiens. Eh bien, écoute, je te remercie, et puis on se retrouve demain pour un débrief de ce France-Australie, côté australien du coup. On espère que le match sera en la bonne faveur et qu'on ne le fasse pas comme en 2010, je crois, où l'Australie avait pris 4-0 contre l'Allemagne. Donc, très bien. Il me semble. Mais bon, voilà, on espère, on est tout cœur avec les Australiens, et puis voilà. Ça marche, ciao Antoine. Ça marche, ciao. Le groupe D également débutera les hostilités, et on retourne donc voir notre ami Pierre-Marie pour voir si le Nigeria est prêt à tout donner face aux talentueux Croates. Et on retrouve Pierre-Marie Gosselin pour faire un petit point donc sur les Super Eagles, la sélection du Nigeria qui rentrera en matière demain contre, tu vas me le rappeler, contre la Croatie, bien sûr. Contre la Croatie, c'est ça, groupe de l'Islande et de l'Argentine. Comment ces Nigérians arrivent en Russie? Est-ce qu'ils sont en forme? Est-ce qu'ils sont prêts? Alors, est-ce qu'ils sont en forme? C'est quand même ce sera un petit peu fort de dire ça parce qu'ils sortent d'une préparation un peu compliquée. Hein, deux défaites, un match nul. Alors contre des adversaires, notamment contre l'Angleterre, contre des adversaires assez sérieux. Mais bon, ça reste quand même des matchs sans victoire. Malgré ça, l'entraîneur était quand même satisfait. Les joueurs étaient quand même satisfaits de leur préparation. Ça a été même bénéfique selon certains points pour Gernot Rohr qui disait que ces défaites ont permis à tout le monde un peu de redescendre un peu sur terre et puis de se remettre sur des bases de travail un petit peu plus sérieuses et notamment de concentration défensive. Donc voilà, est-ce qu'ils sont en forme? Je sais pas. En tout cas, est-ce qu'ils sont prêts? Oui, on peut le dire. Ils sont bien arrivés du côté de Kaliningrad jeudi. Donc ça leur laissait quand même plus d'une journée pour se préparer, pour s'acclimater disons au stade et à la pelouse. Sinon, ils sont très bien arrivés du côté de leur camp de base à Essentuki. Essentuki, hein, c'est entre la mer Caspienne et la mer Noire, hein, du côté de Grozny, Sochi, tout ça là dans le sud de la Russie. Et figure-toi que les joueurs sont même très contents d'être là. Il y a le capitaine Obi Mikel qui est carrément venu faire une déclaration
pour remercier les supporters et les spectateurs locaux d'être venus, de les avoir aussi bien accueillis. Et c'est de bon augure pour la suite. J'ai entendu là l'autre jour que du côté de la France, Noël Le Graët, une fois sorti du camp de base des Bleus, ne pouvait plus y rentrer. Donc voilà, ça a l'air d'être une toute autre ambiance du côté du Nigeria, et peut-être que c'est pas plus mal de ne pas être dans un bunker, surtout quand on est africain et qu'on a cette culture très ouverte et très latine. Donc voilà. Et comment on vit cette entrée dans la compétition au pays, au Nigeria? Écoute, au Nigeria, tout le monde est prêt. Les maillots se sont vendus comme des petits pains au marché noir, sur le marché parallèle, en tout cas, les maillots non officiels. Tout le monde attend, bien sûr, que les Super Eagles fassent de belles choses, aillent le plus loin possible dans la compétition. Alors, bon, ils ne se font pas trop d'illusions. C'est clair que c'est pas avec cette équipe-là qui devrait aller en demi-finale, même si. Mais bon, sortir de la poule, ça fait partie des attentes du peuple nigérian. Et en tout cas, ils sont déjà très fiers d'avoir eu tout ce buzz autour de leur sélection grâce à leur équipement et tout ça, et grâce à leur tenue. Et c'est vrai que ils sont en tout cas ils attendent beaucoup de choses. Ils ne se font pas trop d'illusions, mais ils s'attendent quand même à sortir de la poule. Je pense que sortir de la poule est l'objectif minimum et ce qu'attendent les Nigériens. D'accord. Et quel Nigeria on peut s'attendre à voir demain contre la Croatie? Ça va. Figure-toi qu'il y a une petite incertitude avec le défenseur central Léon Balogun qui est blessé, qui s'est blessé jeudi. Il n'a pas pu s'entraîner jeudi à Kaliningrad. Son forfait n'est pas encore officiel, ni pour le match de demain, enfin de tout à l'heure, ni pour la fin de la compétition. Donc on ne sait pas trop, mais ça semble un peu compromis. Ça devrait permettre à Kenneth Omeruo, le défenseur de Chelsea, même s'il a très très rarement joué sous le maillot de Chelsea, il est sous contrat avec eux depuis 2012. Il devrait pouvoir avoir une place de titulaire. Selon certains au pays, au Nigeria, la presse et tout ça, certains se disent que c'est peut-être une bonne chose parce que Balogun n'était pas forcément en très bonne forme sur les matchs de préparation, justement, où voilà, il faisait partie de ces cibles, des quelques critiques qui sont sorties pour l'absence de résultats. Donc voilà, maintenant ça donne la chance à Kenneth Omeruo, à lui de la saisir. Le seul petit désagrément, je vois, qui pourrait être un peu plus sérieux pour le coach Gernot Rohr, hormis de devoir remplacer Balogun, c'est peut-être que ça risque de le bloquer un peu dans ses envies de vouloir défendre à 3, de mettre un axe central à 3 défenseurs, parce que Balogun faisait partie justement de cet axe à 3 où on venait rajouter Omeruo. Donc j'ai du mal à imaginer que Gernot Rohr fasse sa défense à 3 ou à 5 dorénavant. D'accord, donc des doutes dans la défense, des légers doutes dans la défense nigériane. Et pour terminer, il me semble que tu m'as dit que les Nigérians avaient fait appel à des devins un petit peu spéciaux pour savoir quels seront les résultats de la sélection. Oui, alors c'est pas les Nigériens qui ont fait appel à eux, c'est les devins, tu sais, depuis le fameux Paul Le Poulpe qui nous prédisait les résultats de tous les matchs à l'avance. Les animaux sont devenus des prédicateurs hors pair et très demandés pour les compétitions comme celle-là. Et figure-toi qu'on a demandé à Marcus Leport, alors je crois que c'est du côté des États-Unis, faut à vérifier, mais Marcus Leport a désigné les 4 futurs demi-finalistes de la compétition, et figure-toi que le Nigeria en fait partie, aux côtés de l'Uruguay, de la Belgique et de l'Argentine. Marcus Leport avait prédit la victoire de l'Allemagne en 2014, et Marcus Leport avait prédit l'élection de Donald Trump. Donnez-lui le crédit que vous voulez, mais voilà, en tout cas, le Nigeria a été désigné par Marcus pour aller loin dans la compétition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Nigérians, eux, ils vont être prêts à rentrer dans la compète, et ils vont tout faire pour dès ce premier match, essayer de se mettre à l'abri et de se donner des bonnes conditions pour pouvoir se qualifier. Ça passe par une victoire. Eh écoute, cochon qui s'en dédie, j'ai envie de dire. Et merci beaucoup Pierre-Marie. Et puis on se retrouve très prochainement pour faire les briefs et les débriefs de ces élections africaines. Avec grand plaisir. À très bientôt. Dernier brief du jour, également dans le groupe D, c'est l'Argentine bien sûr. Que serait le lucarne opposé sans l'Argentine, hein? Je vous le demande. Et si l'Argentine est l'un des championnats de référence sur notre site, c'est bien entendu grâce à son rédac-chef Nicolas Cougo. Bonjour Nicolas, ou plutôt rebonjour, parce qu'on t'a entendu un petit peu avant dans ton histoire du jour, mais moi je ne t'ai en direct que maintenant. Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi?
Ça va très bien également. Alors on va voir ensemble, on va tous les deux aborder ensemble une équipe, un gros morceau de la Coupe du Monde et de lucarne opposée, c'est l'Argentine. L'Argentine qui a eu beaucoup de mal à se qualifier, hein, qui a failli la rater cette Coupe du Monde, qui a changé d'entraîneur au dernier moment, enfin dans la dernière ligne droite en prenant Sampaoli, qui a galéré à trouver un groupe qui a joué peu d'amicaux. Il y a eu un amical avorté contre Israël, tout un micmac géopolitique. Déjà, dans quel état de forme arrive cette Argentine après toutes ces aventures, et est-ce que où en est Sampaoli? Est-ce qu'il arrive à trouver la clé? Est-ce qu'il a trouvé la solution? Excellente question. Et dans quel état de forme est l'Argentine actuellement? J'ai envie de te dire, personne ne le sait. Tu l'as dit, ils n'ont fait qu'un seul match amical qui était un match à la Bombonera pour dire au revoir aux supporters face à Haïti qui était donc venu en victime expiatoire. Et ça s'est joué, Messi a mis un triplé, donc voilà, Léo Messi a gagné le match. J'ai presque envie de dire comme d'habitude, mais bon, faut pas le dire. Mais on ne sait pas trop où en est l'Argentine, on ne sait pas dans quel état de forme sont les joueurs. Indépendamment du fait qu'ils n'ont pas joué beaucoup de matchs, il faut quand même reconnaître qu'ils ont un petit peu beaucoup de malchance. Hein. Ils ont la blessure de Romero, ils ont la blessure au dernier moment de Lanzini qui était destiné à être aligné dans le 11 de départ dès le coup d'envoi de la Coupe du Monde. On pensait justement que ça allait être intéressant, l'association Lanzini-Messi. On aura peut-être l'occasion d'en reparler après. On ne sait pas trop dans quel état est l'Argentine. On aura la réponse ce samedi face à l'Islande. C'est le test grandeur nature avec, j'ai envie de te dire, aucun droit à l'échec. Bah écoute, je vais te poser du coup la question maintenant, puisque tu parles des blessures, tu parles de savoir comment du coup il va gérer ses blessures. À quoi on peut s'attendre pour ce match face à l'Islande, comme composition, comme tactique? Et alors la compo, il l'a donné, hein, il l'a donné en conférence de presse aujourd'hui. Elle n'a pas été surprenante, j'ai envie de dire, sur le 11 de départ. Alors, si on doit le détailler, si on doit le donner rapidement, on aura Caballero dans les buts qui a été préféré à Armani parce qu'ils ont travaillé plus longtemps avec Caballero dans le stage de préparation. Je n'ai pas trop compris ce qu'il entendait par on a travaillé plus longtemps avec Caballero. Bref. Ensuite, on va avoir une défense à 4 avec Salvio, Otamendi, Rojo et Tagliafico. Ça, c'était attendu. On va avoir le fameux double 5, double 5 à l'Argentine, Mascherano, Biglia. Et ensuite, devant, on aura Mezza, Messi, Agüero et Di Maria. Là où il y a une surprise, c'est qu'on savait que ça allait être ce 11-là. Hein. Ça fait plusieurs jours que ça a fuité. On l'a vu, par exemple, dans tous les médias argentins il y a 2-3 jours. La grande surprise, c'est qu'on pensait que Sampaoli allait partir vers qu'on pensait être son nouveau modèle et qui est le modèle tactique très à la mode, hein, le 4-2-3-1. Il a annoncé en conférence de presse aujourd'hui que ce serait un 4-4-2. Et là, on commence à se poser des questions parce que ça veut dire que Mezza va être dans un couloir, alors que pour ceux qui ont l'habitude de voir jouer Independiente et donc de voir Mezza, qui est un joueur absolument magnifique, il est juste magnifique quand il est au cœur du jeu, donc dans l'axe. Et on va se retrouver avec un duo d'attaque Messi-Agüero. Donc on va jouer sans véritable numéro 9. Ça, on le savait déjà, mais on ne sait pas trop comment ça va s'animer, tout ça. Et le 4-4-2, il l'a très peu utilisé jusqu'ici. Donc tu vois, on est toujours, j'ai envie de te dire, à la recherche du système. On ne sait pas où il va. Très compliqué. Donc, et pour Mezza, j'ai envie de dire, joue là comme Giorgian de Arrascaeta. Et on sait, l'Argentine est un pays très sanguin et le football est une véritable religion, peut-être encore plus qu'ailleurs. Alors, avec tous ces problèmes-là, comment la presse accueille ou s'apprête à commencer ce mondial? Écoute, ils ont cette force que je pense peu de pays en Amérique du Sud ont. On a eu énormément de critiques contre Sampaoli. On a eu beaucoup d'anciens qui ont bien fracassé, je pense à Menotti qui a bien fracassé Sampaoli pendant la préparation. Là, on est passé, depuis qu'il y a eu la liste, quelques jours après la liste, je me souviens d'un papier sur Olé qui était dorénavant, on passe en mode Coupe du Monde. Et passer en mode Coupe du Monde, ça veut dire tout le monde est derrière l'Argentine. On ne fait quasiment plus acte de la moindre critique. Il y en a eu, on a vu Valdano dans l'équipe en France aujourd'hui. On les entend presque plus. En Argentine, tout le monde se tait, tout le monde est derrière la sélection. Sampa, en conférence de presse, a dit qu'ils allaient être 40 millions à attaquer les buts de l'Islande. Ils seront 40 millions à attaquer les buts de l'Islande. S'il doit y avoir des critiques, ça sera après, là, et c'est la force de l'Argentine, c'est que là, tout le monde est derrière la sélection, et là, il n'y a plus un bruit, plus rien ne doit perturber la sélection. Je prends juste un exemple, on a vu l'affaire des possibles agression sexuelle de Sampaoli sur une assistante, ça ne fait quasiment aucun écho dans les grands médias argentins. En tout cas, ça fait certainement pas les premiers titres, comme ça pourrait faire les premiers titres chez nous, par exemple. En effet, c'est assez bizarre. Je n'avais pas entendu parler. C'est assez dérangeant comme histoire. Peut-être qu'on éclaircira ce point
dans à un autre moment. Eh ben écoute, merci beaucoup Nicolas, et puis on va suivre avec attention l'entrée de la mythique Argentine et de Lionel Messi dans ce mondial face aux Vikings islandais. Merci beaucoup Nico, et on te retrouve dans le prochain avec tes histoires du jour. Exactement, à bientôt Simon. Allez, avant de se quitter, faisons un petit point sur les résultats évoqués aujourd'hui. Dans le groupe A, la Russie écrase l'Arabie Saoudite 5-0 et l'Uruguay arrache la victoire d'un seul but contre les Pharaons de Salah. Ce sont donc les autres qui mènent la danse grâce à une bien meilleure différence de but que la Céleste, tandis que les Saoudiens et les Égyptiens restent au point mort. Dans le groupe B, on vous avait prévenu, l'Iran arrivait dans ce mondial motivé par une certaine hargne patriotique. Eh bien, c'est au bout d'un match qu'elle a avant tout remporté sur le plan physique que la Team Melli a battu un Maroc talentueux mais trop tendre, d'un petit but contre son camp du pauvre Bouadouz. Un résultat de choix pour les Perses qui leur permet de prendre la tête du groupe, puisque dans l'autre rencontre, l'Espagne et le Portugal se quittent dos à dos sur un 3-3 tout bonnement divin. Iran, premier, 3 points, Espagne et Portugal, 1 point, et Maroc, la tête à Toto, qui l'eût cru. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode de l'autre Coupe du Monde. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. On se quitte sur la VO du goal de Jiménez pour l'Uruguay, attention les oreilles, et quant à moi, eh bien, je vous dis à demain pour une nouvelle journée de ce mondial russe. Salut les amis! Te pide una, por favor, va a pegarle la pelota Sánchez, ahí va a venir el centro, le va a pegar Sánchez, vamos, viene el centro, va Godín, cabezazo, ¡gol! ¡Gol, Josema! ¡Gol! ¡Gol! ¡Josema! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡Uruguay no más! Tenía que venir por arriba, tenía que entrar en la hora, tenía que ser de cabeza. ¡Por fin entró, carajo! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! José María Jiménez, el centro de Sánchez, la pelota sobrepasó a todos.